Le Trésor, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Une mobilisation anti-masque et contre certaines mesures sanitaires. Ça se passe en ce moment à Bruxelles et nous serons en direct sur place avec David Brichard. Nous irons également à Blankenberg où ce week-end est beaucoup plus calme que le dernier. On a toutefois assisté à des troubles hier à cause de supporters du club de Bruges. Les explications avec Juliette Pitichy. Coup de projecteur également sur les tests de dépistage pour les maladies sexuellement transmissibles. Ils sont en chute et c'est un dommage collatéral du coronavirus. En France, le scolyte s'attaque à de nombreux arbres. Cet insecte est un fléau pour les gardes forestiers. Nous verrons que c'est une conséquence du réchauffement climatique. Enfin, des nouvelles du cycliste belge Remco Evenepoel. Il a lourdement chuté hier au Tour de Lombardie. Son bassin est fracturé et sa saison terminée. Bonjour à tous. Plusieurs centaines de personnes à Bruxelles ce midi. Elles protestent notamment contre le port du masque imposé par les autorités. Mais que demandent-elles concrètement et pourquoi ne font-elles pas confiance au consensus scientifique? Le reportage de David Brichard. Stop aux mesures inadéquates pour lutter contre le coronavirus. Voilà pourquoi ces manifestants se rassemblent ce matin devant la Tour des Finances à Bruxelles. Port du masque obligatoire, distanciation sociale, interdiction de rassemblement, tout est remis en question ici. On vient contre le port du masque obligatoire, on n'est pas contre le masque, mais on est contre le port du masque obligatoire. On doit avoir le choix. J'ai 75 ans et je manifeste pour la première fois de ma vie parce que je trouve ces conditions inacceptables. On est en train de nous écraser de tous les côtés, quoi. Hein. On nous interdit d'aller à la plage, on nous interdit de partir en vacances. Quand on part, il faut qu'on remplisse des formulaires. On est suivi à la trace, en fait, et ça, on n'en a pas envie. Ici, beaucoup pensent que derrière la crise du coronavirus, il se joue quelque chose qui échappe totalement aux citoyens. Nous, on pense vraiment que c'est une très grosse mascarade pour cacher un petit virus qui cache d'énormes fraudes et donc qui cache le déficit mondial, la faillite mondiale. Et donc les bourses se sont écroulées et on a sorti le petit virus pour cacher tout ça à la population pour qu'elle ne se réveille pas. Le but, la vaccination. Il y a beaucoup d'argent qui vont être brassés grâce à la vaccination. C'est juste cela. Et les personnes qui parlent à la télévision, professeur Van Raas ou Anne Lantern, ils reçoivent des petites enveloppes des lobbies pharmaceutiques. Ça, tout le monde l'a vérifié ici en tout cas. Nous sommes au courant. Barbara est assistante médicale dans une maison de repos. Pour elle, on a surtout laissé de côté de nombreux malades hors Covid. Nous avons assisté à une vague de panique sans précédent. Une vague de panique, ça oui. Nous avons eu des cas, des formes plus sévères, mais ces patients portaient déjà des comorbidités, ces fameuses comorbidités. Je pense au diabète, je pense aux déficiences rénales. Mais la grosse problématique que nous avons rencontrée, c'est le laisser pour compte des pathologies lourdes qui sont restées abandonnées à leur propre sort, leur triste sort. Voilà en tout cas l'avis de citoyens qui sont contre les mesures en cours. Ce matin, nous avons croisé des jeunes, des moins jeunes, qui souhaitent une chose, retrouver leur liberté. Oui, on laissera évidemment à chacun la responsabilité de ses propos. On va rejoindre David Brichard sur place. Cette mobilisation va se poursuivre tout au long de l'après-midi. Comment ça va se dérouler concrètement ? Eh bien, figurez-vous, Laurent, qu'à l'origine, les manifestants devaient se rassembler au compte-gouttes de 11h à 17h pour éviter tout grand rassemblement. Mais force est de constater, vous le voyez derrière moi, qu'ils sont déjà plusieurs centaines à essayer de faire entendre leur voix. Vous l'avez entendu, ils sont contre le port du masque obligatoire, contre la distanciation sociale. Mais rappelons-le, à ce stade, les experts de la santé recommandent chaudement de porter le masque et de garder une distanciation sociale. Mais le débat est crucial et il permet un dialogue entre ceux qui veulent la préservation de ces mesures et ceux qui ne le veulent pas, comme ceux qui sont derrière moi. Merci beaucoup David pour ce point en direct. Et ce genre de manifestations se multiplie dans le monde, notamment aux États-Unis où elles sont de plus en plus fréquentes. Comme hier dans le sud de la Californie, ces citoyens protestaient eux aussi contre le port du masque obligatoire.
Et voilà qui nous amène aux chiffres de l'épidémie chez nous. On a enregistré 588 nouvelles contaminations ces 24 dernières heures. Un chiffre qui a tendance à se stabiliser ces derniers jours. Les hospitalisations sont, elles, par contre, en hausse, plus 33% par rapport à la semaine dernière. Direction la mer du Nord, à présent. Vous le savez, on a beaucoup parlé le week-end dernier de cette bagarre sur la plage de Blankenberg. Ce week-end a été bien plus calme. La côte était beaucoup moins fréquentée. Bonjour Juliette Pitichy. Signalons tout de même qu'il y a eu un incident hier à Blankenberg à cause de supporters du club de Bruges. Oui, 4 personnes ont fait l'objet d'une arrestation administrative. Cela s'est passé hier sur la digue de Blankenberg. En fait, ces supporters étaient assis à un café. Ils étaient visiblement sous l'emprise de l'alcool et ils auraient déclaré à la police locale qu'ils étaient là pour, je cite, aider avec les allochtones. Fin de citation. Mis à part cet incident, tout se passe très calmement en ce week-end de 15 août à la côte. Et Juliette, il y a aussi des jeunes Bruxellois qui ont décidé de se rendre ce dimanche à la côte pour jouer le rôle de médiateur. Expliquez-nous. Oui, c'est une initiative qui est née en quelques jours à peine. Concrètement, une dizaine de jeunes Bruxellois ont intégré les équipes de prévention de la commune de Blankenberg. Concrètement, ils vérifient le respect des mesures de sécurité, comme le port du masque ou les distances de sécurité. Alors, ce projet, il est né grâce à un animateur RTBF de la plateforme Tarmac. Il est avec nous. Alors, Vince, comment est né ce projet ? Alors, dans le plus grand des hasards, en fait, un concours de circonstances, j'étais venu ici en famille et puis les événements m'ont amené à avoir la chance de rencontrer le chef de zone et le commissaire de police de Blankenberg, avec qui justement on a pu échanger autour de tout ça et de l'importance de garder la communication au centre de l'attention et surtout de ne pas faire d'amalgame. Alors c'est pour cette raison-là qu'on s'était dit que ce serait sympa de proposer à des jeunes qui viennent de Mechelen, de Grimbergen, qui sont bilingues, qui vivent également et qui ont vécu cette vie bruxelloise, de venir ici pour simplement déjà représenter la diversité et puis également pour avoir et maintenir cette communication qui est très importante, je pense, de nos jours. Alors, c'est quoi l'objectif de ce week-end ? L'objectif, c'est simplement de déjà principalement veiller aux mesures de sécurité en matière de coronavirus Covid-19 parce que les règles évoluent énormément, donc il est important de préciser aux gens, voilà, il faut porter le masque à partir d'ici. C'est souvent pour ça parfois que des disputes peuvent démarrer. Donc déjà veiller aux mesures de sécurité et puis surtout pouvoir faire preuve de communication, quelle que soit la personne avec qui il se retrouve, de pouvoir adapter le langage en fonction. Oui, c'est symbolique aussi. Bien sûr, c'est symbolique, c'est important parce que malheureusement, trop rapidement, avec les événements qui ont eu lieu samedi dernier, ces jeunes-là qui viennent simplement sur la plage sont pris et sont mis dans le groupe de personnes qui ont, genre 4, 5, 6 personnes qui ont commis des méfaits. Et c'est ennuyant, je pense qu'il est important à un moment donné de pouvoir casser ça, d'arrêter de penser qu'une personne, parce qu'elle est d'origine maghrébine ou parce qu'elle est noire, est forcément une mauvaise personne, pas du tout. Et il est important justement, par rapport à toute cette hystérie qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux et tout ça, avec les images qu'on a pu voir, de simplement montrer que nous sommes tous des êtres humains et qu'on est tous bien sûr doués de capacités de discussion, de communication pour faire en sorte que tout se passe dans la bienveillance. Alors justement, ce projet, il prend fin ce soir. C'est quoi le bilan jusqu'à maintenant ? Très positif. Jusqu'à maintenant, on n'a absolument eu aucun souci. Il y a toujours eu, comme j'ai bien dit, la communication et la bienveillance au milieu de toutes les discussions, de tout ce qui a pu se passer. Et justement, l'idée, c'est peut-être se demander, est-ce que ce qu'on a essayé de faire dans le plus grand des hasards, on ne pourrait pas, pourquoi pas, le faire la semaine prochaine, la semaine d'après, pourquoi pas, sur toute la côte belge ? Voilà, justement, un projet qui se termine ce soir et vous l'avez entendu, qui pourrait se répéter à l'avenir, que ce soit ici à Blankenberg ou dans d'autres villes côtières. Merci Juliette et merci à votre invité. Dans l'actualité également, ce cri d'alarme lancé par l'Observatoire des prisons. L'organisme estime que les nouvelles mesures liées au coronavirus adoptées dans les prisons bruxelloises portent atteinte aux droits fondamentaux des détenus. Elles empêcheraient l'accès à un procès équitable. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce qu'on voit avec Clément Stade. C'est ici, à la prison de Saint-Gilles, que sont placés les prisonniers bruxellois en attente de leur jugement. Et ce sont les nouveaux détenus en préventive qui seraient touchés par les récentes mesures liées au Covid-19 dans une circulaire. Dès leur entrée dans l'établissement, ils sont placés en isolement médical, une mesure qui empêcherait les avocats de rencontrer leurs clients. Les avocats, lorsqu'ils veulent voir leurs clients en prison, on leur dit que ce n'est pas possible et que s'ils insistent, ils peuvent aller voir leurs clients, mais dans l'aile, donc pas à l'endroit où ils le voient habituellement, et qu'ils doivent avoir eux-mêmes un masque FFP2, sinon ils ne peuvent pas voir leurs clients. Ça a pour conséquence que les détenus ne peuvent en pratique
pas préparer leurs audiences avec leurs avocats. Des audiences qui sont régulières pour ces détenus en préventive. La Direction générale des établissements pénitentiaires réfute d'éventuelles entraves dans cette circulaire. Tous ces détenus entrants peuvent bien entendu consulter leur avocat, moyennant des mesures préventives. Ces mesures sont préconisées selon les recommandations qui concernent la vie en communauté. L'avocat peut laisser une note écrite à son client, mais ce serait insuffisant pour préparer une audience selon l'Observatoire des prisons. Il demande aux autorités de prendre leurs responsabilités. À partir du moment où le ministère considère qu'on peut prendre ces mesures en raison de la crise sanitaire, c'est aussi le ministère, la direction générale et éventuellement la prison qui doivent mettre en place des palliatifs suffisants que pour permettre le respect au droit au procès équitable. Cette responsabilité, on ne peut pas la faire peser aux avocats et pas non plus aux détenus. La circulaire doit encadrer les contacts entre les avocats et les détenus. Pour l'instant, elle ne concerne que les prisons bruxelloises. C'est une conséquence inattendue du Covid-19. Le nombre de dépistages pour les infections sexuellement transmissibles a chuté, en cause notamment la peur de se rendre à l'hôpital ou chez un médecin. Plusieurs associations tirent la sonnette d'alarme. Guillaume Wolf. Le bureau de cette ASBL où se pratiquent des dépistages pour les infections sexuellement transmissibles est désespérément vide. Et c'est le cas depuis plusieurs mois. Son directeur le constate dans ses chiffres. Depuis le début du confinement, je pense que j'ai fait 6 tests. Ce qui est vraiment très peu, puisqu'on aurait dû en faire là normalement sur l'ensemble des événements et l'ensemble du dépistage, que ce soit en mobile ou ici dans le bureau, on aurait dû en faire 100 ou 150. En cause, le confinement bien sûr, la peur de se rendre en milieu médical ou hospitalier par exemple, mais aussi l'annulation de nombreux événements lors desquels des dépistages étaient réalisés. Clairement, alors des événements où on fait du dépistage à proprement parler, si je pense par exemple au salon de l'érotisme à Mons, où on fait entre 30 et 40 dépistages par jour, ça a été annulé. Donc c'est là, on peut se dire, une centaine de personnes qui profitent de l'occasion pour voir s'il y a un problème ou pas, qui n'ont pas pu le faire. Sur ces 20 dernières années, la transmission du sida est en constante baisse, mais à l'inverse, les chiffres des autres IST sont en nette hausse. 7 fois plus de chlamydia, 20 fois plus de syphilis et 6 fois plus de gonocoque. Et ce spécialiste de la question en est convaincu, la vie sexuelle ne s'est pas arrêtée pendant le confinement, raison pour laquelle cette démarche est toujours aussi nécessaire. C'est une démarche délicate, tant en peur du résultat éventuel, ça c'est très clair, peur du jugement aussi. Et on peut se poser la question aussi, s'il y a eu des relations sexuelles là, durant le confinement alors qu'on aurait dû être confiné, peut-être une double peur du jugement. Hein, peur par rapport à la relation sexuelle, puis peur par rapport, oui mais en plus tu n'as pas respecté le confinement. Non, nous on n'est pas dans ce cadre-là, absolument pas dans ce cadre-là. Nous on est là pour accueillir les gens, peu importe ce qui s'est passé. Les dépistages peuvent se faire dans les centres de planning familial, chez un médecin généraliste ou spécialiste, ou comme ici, dans des associations spécialisées. Un club de sport a-t-il le droit de mettre un enfant à la porte parce qu'il ne progresse pas assez vite? C'est en tout cas ce qui est arrivé à un jeune garçon à Soumagne, en région liégeoise. Il a été renvoyé de son club de basketball. Le reportage sur place de Benjamin Verportal. Emeric joue au basket depuis 1 an. Le jeune garçon de 8 ans est inscrit au club de Soumagne, tout proche de chez lui. Mais vendredi, sa maman a reçu un courrier du secrétaire du club. Il lui dit que son fils n'est plus admis aux entraînements. Il apparaît en effet que malgré le travail effectué par les entraîneurs, votre enfant n'a pas réalisé la même progression que les autres joueurs lors de la saison écoulée et que dès lors, l'écart avec ceux-ci devient trop important. Ce qui me choque surtout, c'est le côté élitiste de cette phrase, de ce paragraphe, alors que bon, à la base, quand les enfants ont été inscrits au club, on ne nous a jamais parlé du fait que c'était un club élitiste, que du contraire, ils ont mis en avant le côté familial et convivial. 2 enfants ont reçu le même courrier. Dans ce mail, le secrétaire va même plus loin. Il conseille vivement aux parents de rediriger leurs enfants vers des activités non sportives. Pour moi, ça appuie vraiment sur le fait que mon fils serait complètement nul en sport et qu'il vaut mieux qu'il fasse du théâtre ou autre chose que quelque chose de sportif parce que voilà, il n'a pas les capacités physiques de pouvoir faire n'importe quel sport finalement. Le club, lui, se défend. Les enfants concernés n'étaient pas suffisamment présents aux entraînements. Par contre, le comité dénonce la forme du communiqué. Il a d'ailleurs pris des mesures. Au niveau du comité, nous avons demandé au secrétaire de démissionner
C'est nous qui lui avons demandé de démissionner par rapport à ce mail-là parce qu'il n'aurait pas dû publier ce mail sans nous en parler avant, parce que je peux vous assurer que si ça avait été le cas, nous n'aurions jamais autorisé un courrier pareil à être publié. La présidente et le trésorier du club aussi ont démissionné, mais malgré cela, plusieurs membres du comité ont reçu des menaces de mort. Face à cette situation, le bourgmestre de Soumagne et son échevin des sports ont convoqué une réunion avec la direction du club. Bonjour à toutes et tous. Et si on prenait quelqu'un de tout à fait extérieur à la politique actuelle pour former le futur gouvernement fédéral? Cette idée, c'est celle de Peter Timmermans, le patron de la FEB, la Fédération des entreprises de Belgique. Il s'est exprimé sur la VRT ce matin. Il imagine un profil sans ambition politique et qui connaît bien le terrain socio-économique pour avancer. Il appelle aussi la NVA et le PS, qui ont jeté l'éponge vendredi, à dédramatiser. Les détenus sont-ils les grands oubliés de la crise sanitaire actuelle? Après des conditions de vie rendues très compliquées par le confinement, ce week-end, ce sont de nouvelles mesures concernant les détentions préventives dans 2 prisons bruxelloises qui posent question. C'est l'Observatoire international des prisons qui le relève. 2 semaines de quarantaine s'imposent à tout nouveau détenu en préventive. Or, c'est précisément pendant ce laps de temps que le détenu doit pouvoir voir son avocat. Mais il ne peut le faire sans un test négatif au Covid-19, une autorisation de son médecin ou un masque FFP2. C'est trop restrictif, c'est une atteinte aux droits fondamentaux, estime l'Observatoire. Bruxelles est passée en zone orange pour les Pays-Bas cette nuit, en cause la hausse du nombre de nouvelles contaminations. Je vais y arriver. Anvers faisait déjà partie de la liste orange des Pays-Bas. Chez nous, il n'y aura plus de tests systématiques des enfants entre 3 et 5 ans présentant des symptômes du Covid-19. Pour faire un test, il faudra qu'ils remplissent au moins une condition supplémentaire, présenter un état qui nécessite une hospitalisation ou avoir quelqu'un à risque dans leur entourage. C'était attendu, c'est arrivé. Le navire japonais échoué sur une barrière de corail près de l'île Maurice s'est brisé cette nuit. Toute la partie avant s'est détachée du bateau. Quelques centaines de litres de fioul se sont encore déversés dans les eaux turquoises. La plus grosse partie du carburant avait été pompée ces derniers jours, mais il en restait encore un peu à bord. Le bateau a échoué le 25 juillet dernier. En tout, on estime qu'1 millier de tonnes de mazout se sont déversées dans l'eau. C'est une catastrophe écologique pour la région. Le coureur cycliste Remco Evenepoel a passé la nuit à l'hôpital de Côme. Le Belge de 20 ans a fait une énorme chute hier lors du Tour de Lombardie. Il s'en sort plutôt bien vu les circonstances, avec une fracture du bassin et une contusion pulmonaire. Il sera peut-être rapatrié en Belgique aujourd'hui. Sa saison est évidemment terminée. Anderlecht-Saint-Tron, c'est ce soir 18h15 pour le compte de la 2e journée de Pro League. Le match aura lieu à huis clos comme les 3 autres qui sont prévus aujourd'hui. On commence à s'habituer. Mais la commune d'Anderlecht a aussi décidé de fermer les bars et cafés aux alentours du stade à partir de 15h. Anderlecht a le plus haut taux de contamination au Covid-19 en région bruxelloise. Et puis football encore, les demi-finales de la Ligue des Champions opposeront des clubs allemands à des clubs français mardi et mercredi. Leipzig sera opposé au PSG. Le Bayern Munich jouera contre Lyon. Il reste donc un Belge en compétition. C'est le Lyonnais Jason Denayer. Une première demi-finale de l'Europa League aura lieu ce soir. Ce sera entre Manchester United et Séville. C'est la fin de ces infos. Merci pour votre écoute.